En moins de 2 ans, un pays annoncé perdu a repris l'initiative et brisé les pronostics. Au cœur du Sahel, le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré a transformé des prisons saturées en réservoirs de défenseurs, tandis que 15 600 hommes changeaient de rôle sans changer de mémoire. Pour ceux qui suivent l'actualité du Sahel, cette métamorphose soulève une question dérangeante. Assiste-t-on à une simple réussite militaire ou à la naissance d'un nouveau modèle de souveraineté africaine ? Car derrière les uniformes neufs, ce sont les lignes rouges de toute une région qui commencent à bouger. Le Burkina Faso se trouve à un tournant historique sous la direction d'Ibrahim Traoré. Ce n'est plus une question de simple récupération militaire, mais de redéfinition complète de la souveraineté nationale. Traoré a fait un pari audacieux, transformer une armée d'anciens détenus en force de régénération pour le pays. Dans un contexte de guerre asymétrique et de dépendance internationale, ce modèle soulève des questions fondamentales. Peut-on réellement reconstruire un pays en dehors de l'influence occidentale ? Peut-on redonner dignité et souveraineté à un peuple en remplaçant la répression par une rédemption collective ? Ce changement de paradigme présente des enjeux considérables. D'une part, une réussite pourrait ouvrir la voie à une Afrique indépendante, où les solutions locales, inspirées des réalités du terrain, prennent le pas sur les solutions imposées de l'extérieur. D'autre part, les scepticismes abondent, notamment en Europe, face à ce modèle militaire qui, s'il échoue, pourrait entraîner une dérive autoritaire et fragiliser davantage la stabilité du pays. Ce qui est certain, c'est que l'avenir du Burkina Faso ne dépendra pas uniquement de la victoire militaire. Il repose sur la capacité de Traoré à maintenir l'équilibre entre rédemption et gouvernance, entre sécurité et justice sociale. La pression est immense, mais les paris sont faits. En moins de 2 ans, une statistique a bouleversé toutes les prévisions. 92% du territoire perdu ont été repris. Un chiffre jugé irréalisable par de nombreux analystes occidentaux. Et une autre donnée, tout aussi improbable, a déplacé les lignes. 15 600 détenus ont été libérés puis intégrés dans des unités de combat, un geste que beaucoup pensaient impossible. Ces deux faits, mis côte à côte, révèlent la transformation fulgurante orchestrée sous Ibrahim Traoré. Pour comprendre cette mutation, il faut revenir au contexte dans lequel le Burkina Faso évoluait. Le pays était longtemps considéré comme l'un des maillons les plus fragiles du Sahel, prisonnier d'une guerre asymétrique, de l'effondrement des services publics et d'une dépendance chronique à l'aide extérieure. Les villages du Nord vivaient sous la peur constante d'embuscades, les écoles se vidaient, les routes étaient abandonnées aux groupes armés, et des dizaines de milliers de familles fuyaient chaque année les zones en conflit. La criminalité urbaine, à Ouagadougou comme à Bobo-Dioulasso, explosait dans un climat d'impuissance collective. Dans ce paysage fracturé, l'approche traditionnelle, davantage d'assistance étrangère, davantage de traités, davantage de forces extérieures, n'avait pas inversé la tendance. Les critiques évoquaient un cercle vicieux. Plus de dépendance menait à moins de souveraineté, et moins de souveraineté menait à plus d'instabilité. C'est précisément là qu'Ibrahim Traoré a introduit une rupture. Au lieu de s'appuyer sur une aide venue d'ailleurs, il a choisi de mobiliser ce que le pays avait encore, ses propres exclus, ses marges oubliées, ses forces sous-estimées. Les unités pénitentiaires de combat sont ainsi devenues non seulement un outil militaire, mais un symbole moral. Derrière les chiffres spectaculaires, c'est la tension entre punition et rédemption qui structure maintenant la politique du pays. Ce basculement rapide continue de surprendre autant qu'il inquiète. Et pourtant, il marque un tournant décisif dans la manière dont le Burkina Faso pense sa souveraineté et son avenir collectif. Pour saisir l'ampleur du changement, il faut regarder ceux qui l'ont vécu de l'intérieur. Moussa, ancien maçon condamné pour vol, faisait partie de ceux que l'État avait longtemps considérés comme irrécupérables. Lorsqu'il a quitté sa cellule, il n'a pas trouvé un pays prêt à l'accueillir, mais un pays qui avait besoin de lui. Sa première mission fut simple, sécuriser un axe routier abandonné depuis des mois. Pour la population locale, voir ces hommes en uniforme nettoyer les bas-côtés, réparer les fossés et organiser des patrouilles était un choc mêlé de prudence et d'espoir. Aïcha, mère d'un jeune soldat tombé au nord, raconte qu'elle percevait ses ex-détenus avec méfiance avant de les voir reconstruire le pont menant à son village. Ce geste a marqué un basculement intime pour elle.
Le danger qu'elle redoutait depuis des années semblait enfin reculer. Ces témoignages, répétés dans des centaines de hameaux, donnent une idée concrète de l'effet immédiat des unités pénitentiaires de combat sur le quotidien des habitants. Les premiers résultats se sont fait sentir rapidement. Les marchés ont rouvert, les routes ont retrouvé une activité régulière et les écoles ont commencé à accueillir de nouveau les enfants. Le retour progressif de la vie civique, même fragile, a instauré une forme de normalité inattendue après des années de chaos. Dans les villages naguère désertés, on a vu les habitants revenir cultiver leurs champs, confiants dans la présence de ces unités très proches du terrain. Ces histoires individuelles ne sont pas des anecdotes. Elles montrent ce que représente, à l'échelle humaine, une politique qui mise sur la réhabilitation plutôt que sur l'exclusion. Une question subsiste pourtant. Combien de temps cette dynamique tiendra-t-elle sans soutien extérieur ? Avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir, le Burkina Faso semblait enfermé dans une spirale sans fin. Attaques incessantes, villages abandonnés, routes coupées et une armée débordée par l'ampleur d'un conflit qui rongeait le pays depuis des années. Avant, les forces régulières tentaient de défendre un territoire fragmenté avec des moyens insuffisants. Après, une série de décisions rapides et radicales a déclenché ce que beaucoup qualifient aujourd'hui de basculement stratégique. La séquence commence par un geste qui a sidéré autant qu'il a divisé, l'ordre de libérer 15 600 détenus. Ce n'était pas une opération improvisée, mais la première brique d'un mécanisme pensé pour briser la logique défensive qui paralysait l'État. Les prisons, autrefois surpeuplées, se sont vidées en quelques heures. Simultanément, les centres d'entraînement de Pau et de Koudougou ont basculé en mode d'urgence. Les instructeurs ont pris en charge ces hommes venus d'horizons différents, parfois meurtris, souvent marginalisés, pour les transformer en unités opérationnelles. Le Kichwat est brutal. Distribution d'uniformes, formation accélérée, déploiement immédiat dans les zones reprises du Nord. Les premiers jours sont chaotiques, mais l'effet domino se met en place. Les groupes armés, surpris par la rapidité de cette nouvelle force, perdent du terrain. Les villages auparavant contrôlés par la peur commencent à revoir des silhouettes en uniforme qui ne sont plus celles des miliciens ou des terroristes. Les habitants observent d'abord en silence, puis participent. Ils signalent les mouvements suspects, réparent les murs détruits, ravivent les marchés. Le chaos survient lorsque les routes commerciales, longtemps coupées, rouvrent progressivement. À mesure que les embuscades diminuent, le flux des marchandises reprend. Des convois agricoles traversent à nouveau les axes reliant le nord au centre, relançant un commerce local qui semblait condamné. Les échos de ces transformations atteignent rapidement Ouagadougou, où les autorités constatent une baisse notable de la criminalité urbaine. L'intégration d'ex-détenus dans des rôles de médiation contribue à désamorcer des conflits qui, autrefois, se terminaient dans la violence. Puis vient l'Aduchin, la phase où les changements structurels deviennent visibles. Les écoles rouvrent, parfois après des années de silence. Près de 20 000 enfants retournent en classe, symbole d'une normalisation progressive. Dans les campagnes, les paysans reprennent la terre. L'économie locale, étouffée par la guerre, recommence à respirer. Cette nouvelle dynamique n'efface pas les pertes ni les blessures, mais elle réinstalle un sentiment de durée, celui d'un pays qui cesse de subir pour recommencer à construire. Chaque étape de cette séquence porte la marque d'une stratégie centrée sur l'autonomie nationale et sur la conviction d'Ibrahim Traoré que la rédemption peut devenir une force militaire, sociale et politique. Cette logique renverse les modèles classiques. Au lieu de chercher le salut dans l'aide extérieure, le Burkina Faso a décidé d'utiliser ses propres marges, ses propres failles, comme fondation de sa reconstruction. Le point de départ était clair. Un pays qui avait perdu près de la totalité de ses axes stratégiques et une armée au bord de la rupture. Baseline. Des routes contrôlées par les groupes armés, des villages désertés, une criminalité urbaine galopante. Delta, une chute de 72% des attaques routières, 1500 villages repris et 48% de criminalité en moins dans la capitale. Ces chiffres, placés dans la trajectoire dessinée par Ibrahim Traoré, montrent comment un modèle jugé imprudent est devenu un levier de stabilisation. Le premier indicateur majeur est la baisse de 72% des attaques sur les routes, directement liée au déploiement massif des unités pénitentiaires de combat.
En d'autres termes, cette amélioration n'est pas marginale. Elle a rouvert des centaines de kilomètres de routes commerciales, réactivé les marchés ruraux et permis aux organisations locales de reprendre la circulation des denrées essentielles. Le transport des récoltes, autrefois quasiment impossible, est redevenu une activité soutenue, favorisant la stabilisation économique dans les zones agricoles. Le deuxième indicateur clé est la reconquête de plus de 1500 villages, une donnée qui illustre la dimension territoriale du redressement. En d'autres termes, ce retour progressif des populations a rétabli les dynamiques sociales fondamentales, réouverture des champs, reconstitution des réseaux communautaires, reprise des conseils villageois. Dans plusieurs localités, la présence continue des CPU a empêché le retour des groupes armés, consolidant ainsi les gains territoriaux. Le troisième indicateur crucial concerne la réduction de 48% de la criminalité à Ouagadougou, un résultat inattendu pour de nombreux observateurs internationaux. En d'autres termes, ce recul substantiel change la physionomie de la capitale. Baisse des vols à main armée, diminution des agressions nocturnes et retour des activités économiques dans les quartiers autrefois réputés dangereux. La présence visible et disciplinée des unités intégrées au tissu local agit comme une forme de dissuasion morale autant que sécuritaire. Ces trois mesures quantitatives montrent un effet d'entraînement qui dépasse largement le seul cadre militaire. Les ex-détenus devenus soldats participent également à des travaux publics, nettoyage des routes, reconstitution de ponts, sécurisation d'écoles. Ces opérations renforcent la légitimité de la stratégie gouvernementale, créant une dynamique où chaque victoire renforce la suivante. Dans le Nord, cette reconstruction progressive a permis le retour de près de 20 000 enfants à l'école, un signe fort de normalisation. Pourtant, derrière ces chiffres impressionnants se cache une tension persistante, la durabilité d'un modèle fondé sur une armée composite et sur une mobilisation massive des marges sociales. Les partenaires internationaux observent avec prudence, tandis qu'une partie des Burkinabés se demande comment institutionnaliser ces succès sans basculer dans la militarisation excessive. Les débats autour du modèle burkinabé se cristallisant autour de deux arguments centraux, l'un défendant l'audace de la rédemption, l'autre redoutant la militarisation progressive du pays. D'un côté, les partisans affirment que la stratégie initiée sous Ibrahim Traoré répond enfin à une urgence nationale ignorée pendant des années. Selon eux, la libération et l'intégration de 15 600 détenus ne sont pas une fuite en avant, mais une correction historique. Rendre utile une population abandonnée par l'État, restaurer la dignité à travers l'action et bâtir une armée ancrée dans les réalités sociales du pays. Les résultats sur le terrain, villages repris, criminalité en baisse, routes rouvertes, sont pour eux la preuve concrète que ce modèle fonctionne là où les approches traditionnelles ont échoué. De l'autre côté, les critiques jugent cette transformation dangereuse. Ils redoutent qu'une force composée d'ex-détenus, sans contrôle politique strict, ne devienne une armée parallèle échappant aux institutions civiles. Certains observateurs internationaux craignent un glissement vers un pouvoir trop centralisé, où la frontière entre sécurité et coercition deviendrait floue. Pour eux, la rapidité du processus et l'enthousiasme populaire masquent le risque d'une concentration de pouvoir entre les mains d'un appareil militaire élargi. La réponse à ces inquiétudes se trouve dans une donnée souvent oubliée. La stabilisation actuelle n'a pas été obtenue par la force seule, mais par une combinaison de réhabilitation sociale, de proximité avec les communautés et de reconstruction civile. Les CPU ne se sont pas contentées de combattre. Elles ont reconstruit des ponts, rouvert des écoles, protégé des marchés. Le pouvoir réel du programme n'est pas dans les armes, mais dans la capacité à réintégrer, à encadrer et à responsabiliser une population marginalisée. Tant que cette logique de rédemption encadrée, plutôt que de domination armée, demeure au cœur du dispositif, le pays peut éviter la dérive autoritaire que redoutent ses détracteurs. Un basculement silencieux émerge. À mi-parcours de cette transformation nationale, un élément longtemps négligé devient central, la confiance populaire. Ce n'est ni une statistique, ni un discours officiel, mais un changement de comportement observable dans les villages, les marchés et les routes restaurées. Là où la peur dictait jadis le quotidien, on voit désormais une forme de coopération spontanée,
née de la présence de ces unités venues des marges. Cette confiance, fragile mais réelle, modifie le rapport entre l'État et les citoyens d'une manière que les politiques classiques n'avaient jamais réussi à obtenir. Dans les zones rurales, les habitants ne se contentent plus de voir les CPU. Ils les renseignent, les accompagnent, les soutiennent matériellement. Ce phénomène d'adhésion diffuse n'est pas anodin, car il constitue l'un des piliers invisibles du redressement. Sous Ibrahim Traoré, l'État ne se contente plus d'administrer depuis la capitale, il s'enracine dans les interstices du territoire, au plus près des besoins. Ce midpoint révèle donc un fait essentiel. La stratégie ne fonctionne pas uniquement parce qu'elle mobilise une armée élargie, mais parce qu'elle transforme la société en acteur direct de la sécurité et de la reconstruction. Les effets du modèle burkinabé se déclinent désormais en 4 dimensions concrètes. La vie des citoyens ordinaires, NN, l'activité des acteurs économiques, DN, la dynamique des institutions nationales, ND, et l'équilibre géopolitique régional, KV. Chacune de ces sphères montre comment les décisions impulsées sous Ibrahim Traoré ont redessiné le quotidien aussi bien que les rapports de pouvoir. 1. Niveau NN, les citoyens ordinaires. Dans les villages du nord comme du centre, la première conséquence visible est le retour de la sécurité. Les habitants dorment de nouveau sans craindre les incursions nocturnes, et les marchés hebdomadaires, longtemps abandonnés, reprennent vie. Les mères voient leurs enfants retourner à l'école après des années d'interruption, tandis que les paysans reviennent cultiver des terres qu'ils croyaient perdues. Ce rétablissement du quotidien, pourtant fragile, constitue une forme de réparation pour des communautés épuisées par la guerre. 2. Niveau DN, les acteurs économiques. Le recul des attaques routières et la réouverture de plus de 1000 villages ont relancé les circuits commerciaux. Les transporteurs reprennent les axes désertés, les commerçants réinvestissent les zones rurales, et les marchés agricoles retrouvent un volume qui n'avait plus été atteint depuis longtemps. La baisse de 48% de la criminalité urbaine à Ouagadougou a favorisé la reprise des petites entreprises, en particulier dans les quartiers périphériques. Ce regain d'activité crée un cercle vertueux. Plus de commerce entraîne plus de travail, et plus de travail réduit les tensions sociales. 3. Niveau ND, les institutions nationales. Le programme des CPU a eu un effet interne inattendu. Il a rétabli la présence de l'État dans des zones où son autorité avait disparu. La coordination entre armée, communes rurales et structures civiles s'est renforcée, permettant une gestion plus rapide des conflits locaux et une meilleure répartition de l'aide sociale. Certaines municipalités observent même une hausse de la participation citoyenne, signe que la confiance envers les institutions se reconstruit progressivement. Toutefois, une vigilance demeure. La frontière entre réhabilitation et militarisation doit rester clairement définie pour éviter un glissement autoritaire. 4. Niveau KV, l'équilibre géopolitique régional. Dans le Sahel, les succès du Burkina Faso créent un effet d'onde. Le Mali, le Niger et le Tchad observent attentivement ce modèle qui remet en cause des décennies de dépendance sécuritaire envers les puissances étrangères. Le repositionnement de Ouagadougou inquiète certaines chancelleries occidentales, car il prouve qu'un pays peut restaurer sa souveraineté sans s'appuyer sur les structures internationales habituelles. Ce changement modifie les rapports de force. Si cette dynamique perdure, elle pourrait redéfinir le rôle de plusieurs États de la région dans les années à venir. Ces impacts, à différents niveaux, montrent que la transformation engagée n'est ni un simple exploit militaire, ni un geste symbolique. Elle constitue une recomposition profonde dans laquelle la société, l'économie, l'État et la région avancent simultanément vers un nouvel équilibre. Reste à savoir si cette évolution pourra résister aux pressions internes et externes qui s'accumulent. Les mois à venir détermineront si le modèle mis en place par Ibrahim Traoré pourra non seulement maintenir l'élan actuel, mais aussi se pérenniser face aux défis internes et internationaux. 3 scénarios se dessinent pour l'avenir proche du Burkina Faso. 1. Scénario de base. Consolidation et stabilité relative.
Le Burkina Faso continue sur sa lancée de rédemption et de reconstruction, avec une stabilité qui se renforce progressivement. Les unités pénitentiaires de combat poursuivent leur mission de sécurisation, soutenues par une société civile de plus en plus impliquée. Le retour à la vie normale se généralise dans les régions libérées, les écoles, les hôpitaux et les infrastructures publiques bénéficient de réhabilitation continue. Sur le plan économique, la reprise des échanges commerciaux et l'augmentation de l'activité locale créent une base solide pour un développement à long terme. À l'international, le modèle burkinabé devient une source d'inspiration pour d'autres pays du Sahel, renforçant l'image d'une Afrique souveraine qui se prend en charge sans intervention extérieure. 2. Scénario optimiste, réinvention régionale. Dans ce scénario, l'impact du modèle burkinabé va au-delà de ses frontières. Le Burkina Faso devient un acteur central dans la redéfinition des rapports de force au Sahel. Le programme des unités pénitentiaires de combat inspire des réformes similaires dans des pays voisins comme le Mali et le Niger, entraînant un phénomène régional de transformation basé sur la réhabilitation et la souveraineté locale. Le pays réussit à maintenir une croissance stable avec des investissements dans les infrastructures, l'éducation et la sécurité, et devient un modèle de résilience dans une région toujours marquée par l'instabilité. L'approche de Traoré, axée sur une justice réparatrice, est saluée à la fois au niveau local et international, et le Burkina Faso devient un exemple de gouvernance alternative. 3. Scénario pessimiste, dérive autoritaire et fragilité accrue. Malgré des résultats tangibles, ce scénario prévoit une dérive du modèle vers une gouvernance de plus en plus autoritaire. Le manque de régulation des unités pénitentiaires de combat et une concentration excessive du pouvoir militaire engendrent une perte de contrôle par les autorités civiles. Le peuple, qui a initialement soutenu Traoré, commence à se méfier de l'expansion du pouvoir militaire et des risques d'une militarisation totale de la société. Les pressions internationales croissent, notamment de la part des anciennes puissances coloniales et des organisations régionales, inquiète de cette montée en puissance du modèle burkinabé. La stabilité fragile du pays commence à se fissurer et les tensions internes augmentent. L'isolement international et les sanctions économiques pourraient ralentir le développement du pays et nuire à la reconstruction. Chacun de ces scénarios présente des avantages et des dangers. La clé du succès réside dans la capacité du gouvernement de Traoré à équilibrer les ambitions de souveraineté avec les défis liés à une gouvernance inclusive et une stabilité durable. Le monde observe attentivement ce chemin car il pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère de leadership africain ou, au contraire, précipiter le pays dans un cycle de dépendance renouvelé. Au-delà des chiffres, des débats stratégiques et des scénarios géopolitiques, cette transformation touche directement 3 cercles d'audience. Les citoyens burkinabés, A, la diaspora africaine, B, et les observateurs internationaux, C. Chacun perçoit dans cette expérience un message différent, mais tous y trouvent une interpellation personnelle. A. Pour les citoyens burkinabés, cette dynamique représente un souffle nouveau. Pendant des années, ils ont vécu dans l'incertitude, incapables de savoir si leur village serait encore debout le lendemain. Aujourd'hui, même si la situation reste fragile, ils voient la possibilité d'un avenir reconstruit de leurs propres mains. Les marchés reviennent, les écoles rouvrent, les routes redeviennent praticables. Cette normalisation progressive n'est pas seulement logistique. Elle restaure un sentiment vital, celui d'appartenir à un pays qui renaît au lieu de s'effondrer. B. Pour la diaspora africaine, le modèle burkinabé agit comme un miroir. Beaucoup de jeunes Africains, souvent déçus par les promesses politiques, voient dans cette expérience un exemple de réappropriation du destin collectif. Le fait qu'un pays du Sahel, longtemps présenté comme l'un des plus vulnérables, parvienne à reformuler son identité et sa justice devient source d'inspiration. La plupart y lisent un message clair. Le changement ne vient pas de l'extérieur, mais du courage interne des nations à se réinventer. C. Pour les observateurs internationaux, cette expérience pose une question inconfortable. Et si les modèles traditionnels d'intervention, d'aide ou de gouvernance avaient atteint leurs limites ? La trajectoire burkinabé oblige à revoir les grilles de lecture habituelles. Elle dérange parce qu'elle réussit là où beaucoup d'experts prédisaient un échec.
Pour que la dynamique enclenchée sous Ibrahim Traoré puisse se maintenir sans basculer dans l'excès ou l'autoritarisme, une feuille de route claire s'impose. Elle repose sur 4 axes structurants, chacun visant à stabiliser les acquis tout en consolidant une gouvernance durable. Renforcer les infrastructures essentielles. La priorité est d'étendre les efforts de reconstruction aux zones rurales encore isolées. Routes, écoles, dispensaires et réseaux d'eau doivent être réhabilités de manière systématique. Une telle politique permettra de réduire les fractures territoriales et de faciliter la réinstallation des populations déplacées. En consolidant ces infrastructures de base, l'État garantit une continuité de services qui ancre la normalisation sur le long terme. 2. Encadrer institutionnellement les CPU. Pour éviter toute dérive, il est indispensable de définir clairement le rôle des unités pénitentiaires de combat. Leur intégration progressive dans un cadre militaire officiel, contrôlé par les autorités civiles, limitera les risques de militarisation excessive. Une réforme interne pourrait inclure des cycles de formation, de reconversion et d'évaluation régulière afin d'assurer que ces unités restent un outil de stabilisation plutôt qu'un vecteur de domination. 3. Promouvoir la réconciliation sociale. Les tensions entre communautés et les blessures du passé doivent être traitées par des programmes de dialogue local, de médiation et de justice réparatrice. Restaurer la confiance entre les différents groupes sociaux est essentiel pour éviter les résurgences de conflits internes. Une redistribution équitable des ressources contribuera également à réduire les frustrations économiques. 4. Diversifier l'économie nationale. La réduction de la dépendance aux matières premières et à l'aide internationale est cruciale. Le pays doit encourager l'agriculture durable, soutenir les initiatives technologiques locales et promouvoir l'entrepreneuriat. En élargissant sa base économique, le Burkina Faso pourra absorber plus facilement les chocs futurs et renforcer sa souveraineté décisionnelle. Dans les rues de Ouagadougou, l'écho des premiers gestes de reconstruction résonne encore. Ces mêmes gestes que Moussa avait accomplis en réparant un pont abandonné, gestes simples mais fondateurs que nous avons croisés dans la section précédente. Ce symbole revient aujourd'hui comme un fil conducteur, rappelant que la transformation d'un pays commence souvent par des actions modestes portées par des individus que l'on croyait perdus. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, ces hommes ont redonné sens à des lieux que la peur avait désertés. Ils ont bâti bien plus que des infrastructures, ils ont consolidé un espoir collectif. La population, témoin direct de cette métamorphose, voit désormais dans chaque route dégagée, chaque école rouverte, chaque marché réanimé, la preuve tangible qu'un pays peut se relever sans attendre une aide extérieure. Cette renaissance n'efface pas les blessures, mais elle réaffirme une vérité essentielle. Un peuple peut redevenir acteur de sa propre histoire. Et au centre de cette trajectoire, une idée persiste, tenace, presque incontournable. La dignité se reconstruit par l'action. À l'heure où le Burkina Faso redéfinit sa trajectoire, une autre dimension s'impose, celle de l'engagement collectif. La transformation observée n'est pas seulement l'œuvre de décisions politiques ni d'unités nouvellement formées, mais aussi celle d'une population qui choisit de participer, de reconstruire, de croire de nouveau en sa propre capacité à modeler l'avenir. Cette dynamique, qui se diffuse à travers les villages, les écoles et les marchés, rappelle que la souveraineté n'est jamais un acte isolé. Elle se cultive chaque jour par chaque geste. Dans un monde où les crises semblent se multiplier, l'expérience burkinabé offre une perspective différente. Elle montre que la reconstruction ne vient pas toujours d'en haut, mais peut naître d'une volonté partagée, d'un refus commun de céder à la fatalité. Pour celles et ceux qui regardent cette trajectoire depuis l'extérieur, elle pose une interrogation essentielle. Comment, dans nos propres contextes, réinventer un rapport plus juste à la souveraineté, à la justice et à la responsabilité collective ?